édition du journal. Merci de nous rejoindre 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. À la une ce soir, l'armée sauve Kibumba. Hier dimanche, le M23 a tenté de prendre son contrôle. Les agresseurs ont subi la puissance de feu de FRDC qui les poursuivent en profondeur dans les collines au parc de Virunga. Justice, procès Vidi Chimanga. La défense de l'accusé juge le parquet général de Gombe incompétent pour vice de procédure. L'ex-collaborateur du président de la République est accusé notamment des corruptions. Explosion des chiffres sur la prévalence au diabète de 108 millions à 422 millions dans le monde. Les résultats d'une enquête menée de 1980 à 2014, des chiffres interprétés aujourd'hui au cours d'une matinée scientifique organisée à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à cette maladie. Voilà tout pour le sommet. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité. Pour commencer, les agresseurs ont subi des revers hier. Le M23 a perdu des hommes et des équipements hier dimanche. Des envahisseurs ont été repoussés après une tentative d'occupation des Kibumba en territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Selon le porte-parole des opérations Sukola 2, le lieutenant-colonel Njike, qui donne cette information, il indique que l'ennemi a osé attaquer les positions de l'armée régulière. Agression contre la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise qui tentait de prendre le contrôle de Kibumba en territoire de Nyiragongo ce dimanche 13 novembre 2022 a sérieusement subi la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. L'armée loyaliste qui ne jure qu'à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême a copieusement corrigé les envahisseurs du pays de Lumumba en les repoussant jusque dans les profondeurs du parc de Virunga dans la zone du volcan Mikeno. Après ce revers, l'ennemi a enregistré d'énormes pertes tant sur le plan matériel qu'en ressources humaines. Le commandant second de la 3e zone de défense, le général-major Kiamasa Mutupeke Dieudonné, était sur le terrain pour encourager les vaillants combattants des FARDC à aller de l'avant. Le porte-parole des opérations Sukola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, y revient. Merci beaucoup. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent, chaque jour qui passe, de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Une correspondance de Félix-Antoine Tshisekedi sur la table de Joao Lourenço. Christophe Lutondo, la vice-premier ministre des Affaires étrangères, a fait un aller-retour sur Luanda aujourd'hui. Le président angolais, vous le savez, est désigné médiateur dans les conflits RDC-Rwanda. Doris Mozotambwe. Un aller-retour a suffi pour Christophe Lutondo Palapena Pala d'accomplir sa tâche. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise sur demande du patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Reçu par le président Joao Lourenço, Christophe Lutondo Palapena Pala a remis au président angolais le message de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le médiateur a mis suffisamment du temps pour écouter l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi qui s'est livré à la presse au sortir de cette audience qui a duré plus d'1 heure. Je suis là dans la continuité des consultations
que le président Joël Lourenço a entreprise avec ses collègues de la RDC, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, et du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation qui lui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tshisekedi, message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président Lourenço. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer, donc ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés peut-être que ceux qui nous font du mal à voir les choses avancer dans la bonne direction. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de la diplomatie congolaise, est sur tous les fronts des politiques étrangères pour donner à la RDC la paix qu'elle mérite. En interne, marche à Kinshasa pour dire non à l'agression rwandaise. Les chrétiens étaient dans la rue pour dénoncer le complot dont est victime le pays. La marche a été initiée par Adel Kaïnda, membre du gouvernement, jusqu'au siège des Nations Unies. Angèle Mabiala-Landou, Elitumba, reportage. C'est par milliers que les chrétiens de Kinshasa ont répondu à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est relayé par la princesse Adel Kaïnda Maïna en sa qualité de servante de l'Éternel. Bravant le soleil ardent de ce lundi 14 novembre 2022, c'est par une grande marche que les mamans, les chrétiens, les élus nationaux et les jeunes ont dénoncé le complot contre la République démocratique du Congo, victime d'une guerre injuste imposée par le Rwanda via le groupe terroriste du M23. Pour la diaconesse, intercesseuse et Mama Kipendano, Adel Kaïnda Maïna, cette marche exprime aussi le soutien en FARDC actuellement en front à l'est du pays contre les forces négatives. L'objectif de la marche, a dit la ministre d'État en charge du portefeuille, c'est aussi de dénoncer la complaisance des Nations Unies dans la situation qui sévit dans la partie est du pays. La RDC, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. C'est l'unique héritage. Et nous n'accepterons jamais que les agresseurs viennent ravir une portion des terres de notre pays. Voilà une multitude de gens qui disent non à l'agression, qui disent non aux négociations, qui disent non au brassage. Nous, derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Josué, cette fois-ci maintenant, la guerre doit prendre fin et les Congolais vont consommer les meilleurs produits de la RDC. La princesse Adel Kaïnda Maïna sort du siège des Nations Unies avec la conviction d'avoir remporté la victoire. Comme à Kinshasa, à Kananga également, la population a organisé une marche pour exprimer un soutien total aux forces armées. Par cette marche, les militantes et militants du Parti pour le Renouveau ont voulu manifester leur désapprobation à l'agression rwandaise à l'est de la RDC sous couvert du M23, mais aussi une occasion de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir nommé Maître Symphorien Mutombo Baka Fwansenda, autorité morale du Parti pour le Renouveau, ambassadeur à la Confédération suisse. Cette marche avec caravane motorisée est partie de l'usine Mouskas pour chuter au gouvernorat des provinces où un mémo a été lu et remis au gouverneur John Kabet Chikaï par le professeur Renatus Bakenge Kankonde, président interfédéral du parti par. Comme on le voit, les partis politiques, Parti pour le Renouveau reste rangé derrière le chef de l'État dans les échéances électorales à venir.
L'actualité, c'est aussi le démarrage des consultations des différentes couches des populations à Kinshasa. C'est par le médiateur, le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Vous le comprenez, il s'agit du président Uhuru Kenyatta. Il a notamment échangé aujourd'hui avec le président des deux chambres du Parlement ainsi qu'avec les chefs des missions diplomatiques. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les parties indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. De l'attention du gouvernement envers les militaires blessés de guerre, des augmentations ont été opérées sur leurs soldes avec leurs épouses au corps du génie militaire. Ils ont été encouragés par un émissaire du gouvernement, Georges-Frédéric Ndibou. Dans le but de remonter le moral des militaires engagés au front pour la défense du pays, Séraphine Kilubu-Kutuna, vice-ministre de la Défense nationale, et son repos s'est rendu au niveau du corps du génie militaire où l'attendaient les blessés de guerre pour un échange patriotique. Aussitôt arrivée, la vice-ministre Séraphine Kilubu a rassuré cette catégorie des militaires de la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est engagé depuis son arrivée à améliorer les conditions de vie des militaires et de tous ceux qui les entourent. C'est d'ailleurs cette détermination qui justifie l'augmentation conséquente du salaire des veuves militaires et aussi des blessés de guerre. Il y a un temps pour toute chose. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un militaire actif ne peut pas toucher plus que les inactifs. En ce qui concerne le salaire, je vous demande de prier pour le chef de l'État. Ces blessés de guerre ont aussi à leur tour saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État qui a conséquemment amélioré leur état de vie depuis qu'il a décidé de revoir à la hausse leur salaire. Le numéro 2 de la Défense leur a remis
chacun et chacune un sac de maïs produit de l'industrie militaire de la ferme militaire de Mabana. 30 millions de dollars américains, c'est ce que veut mobiliser le gouvernement pour répondre à l'urgence humanitaire de 500 000 ménages. Les conflits armés au pays ont produit plusieurs déplacés, notamment dans l'Est et au Bandundu. Une campagne de solidarité a été lancée à Kinshasa. Détail Diane Balaka. L'heure est venue de répondre à l'appel du chef de l'État en vue de matérialiser des nombreuses déclarations et de traduire en actes toutes les volontés des soutiens aux FARDC exprimés lors des différentes marches. Les dons en espèces et en nature des compatriotes et autres amis de l'RDC sont attendus pour démontrer leur solidarité à l'égard des Congolais en détresse, a fait savoir le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai. Au cours de cette conférence de presse qui lance la campagne de solidarité nationale et des mobilisations générales pour la patrie. Cette initiative du gouvernement vise à mobiliser 30 millions de dollars américains afin d'apporter une assistance humanitaire et assurer le relèvement socio-économique des 500 000 ménages représentant les déplacés internes à la suite des conflits armés dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et dans l'espace du Grand Bandundu. Cette campagne vise à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à sensibiliser la population à la culture de la solidarité nationale et de la paix. À participer à l'effort de la mobilisation de la jeunesse dans le cadre du soutien et de l'accompagnement de FARDC afin de renforcer la cohésion nationale. Le thème retenu pour cette campagne est la solidarité nationale et la mobilisation générale pour la patrie. Les fonds récoltés seront confiés à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Les conflits communautaires endeuillent le Grand Bandundu. La première présidente du Conseil d'État, Marthe Audio, appelle à la vigilance et à la préservation du vivre ensemble. C'était au cours d'une rencontre avec différentes communautés. Réception par le Grand Bandundu depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, voilà bientôt 3 mois, au poste de première présidente du Conseil d'État, Marthe Audio-Nondé a mis à contribution l'occasion pour relayer le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, appelant à la mobilisation et à la vigilance, à l'heure où la partie est de la République est agressée par le Rwanda et qu'à l'ouest, particulièrement à Bagata et à Kwamut, les conflits communautaires endeuillent le Grand Bandundu. Nous devons tous nous impliquer dans cette vigilance pour que le vivre ensemble n'accuse pas le contre-coup les personnalités du monde religieux, politique, scientifique et culturel. Sans omettre les chefs coutumiers des provinces du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe ont dit tout leur engagement à s'impliquer. Willy Tchundala, gouverneur de la province du Kwilu, a pris la parole au nom de ses collègues absents pour relayer ce message de mobilisation. Pour relayer l'appel à la mobilisation générale et à la vigilance lancée par le président de la République, chef de l'État, les magistrats suprêmes, contre tous ceux qui déstabilisent la paix et la quiétude des Congolais à l'Est comme à l'Ouest de notre pays, dans ce que j'entreprends déjà au quotidien, et à consolider notre vivre ensemble pour le bien de tous et de la République démocratique du Congo. Le président du Grand Bandundu, Tantou Mei, a exprimé la détermination de cette structure à soutenir le président de la République dans sa délicate mission. Marthe Audio-Nondé est satisfaite de la rencontre qui a permis la diffusion de ce message de vigilance et de mobilisation. Le Sénat fustige ce qu'il qualifie de position ambiguë de la communauté internationale. Le régime de déclaration d'achat des armes doit nous interpeller, a lâché le président de cette chambre, Modeste Bahati. Au cours de la même plénière, la Chambre haute a voté la loi portant prorogation de l'état de siège. Eddie Tchala, reportage. Sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national a été voté au Sénat. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement.
Sur 77 sénateurs ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 2 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et concernant la restriction imposée à la RDC pour ses besoins d'acquisition d'armes, des munitions de guerre et autres matériels militaires. Ceux-ci, en ce qui concerne la RDC, doivent passer par le régime de notification. Allusion faite à l'avion transportant des matériels militaires cloué au sol en France. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Au cours de cette même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité 5 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC des prêts auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. L'incursion rwandaise évoquée aux travaux des assemblées législatives de l'Est tenues à Nairobi, Eddie Mundela, premier vice-président du Sénat congolais, appelle à la solidarité des nations pour mettre fin à cette agression. Robert Ndaïchi Sensé. Des présidents du bureau des assemblées législatives de l'Est s'est ouverte à Nairobi, au Kenya, le vendredi 11 novembre 2022, dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise à l'Est de la République démocratique du Congo et les balais diplomatiques auprès de Félix Tshisekedi Tshilombo pour mettre fin à cette incursion rwandaise en RDC. Le Sénat congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président du Sénat, honorable Eddie Mundela Kankou. Une première participation de la RDC à ces réunions de haut niveau depuis l'adhésion de ce grand pays au cœur de l'Afrique à la communauté des États d'Afrique de l'Est le 8 avril dernier. Le numéro 2 du Sénat a profité de cette tribune pour appeler ses pairs des assemblées législatives de l'Est à la solidarité avec la RDC victime de l'agression rwandaise. Eddie Mundela Kankou invite la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'action en présentant un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'est du pays où la population congolaise enregistre chaque jour des morts et des déplacés. Une situation qui renforce les dissensions internes entre États et met à mal la politique de l'intégration régionale pour favoriser malheureusement les dysfonctionnements entre les objectifs fixés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Participer à ces assises, c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays, surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale. Due à l'agression et l'occupation de ces territoires du Nord Kivu perpétrés par de groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique de la République du Rwanda. Avant de quitter Nairobi, le premier vice-président du Sénat, honorable Eddie Mundela Kankou, a échangé avec le président du Sénat kenyan, honorable Amason Jeffai Kingi. Le numéro 2 du Sénat salue l'engagement du président kenyan pour l'envoi des troupes en RDC. L'Assemblée nationale veut connaître le patrimoine immobilier et technique de la RTNC. Le directeur général intérimaire de la télévision publique a été auditionné à la commission parlementaire aménagement du territoire pour fournir des éléments d'information. Belide Bunga en a profité pour présenter la situation générale de l'entreprise. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belide Bunga, vient de répondre à l'invitation lui adressée ce mardi 8 et vendredi 11 novembre à l'Assemblée nationale par la commission parlementaire Aménagement du territoire, infrastructure et NTIC pour éclairer la lanterne de députés nationaux sur des questions liées à la gestion
de la dite institution. À cette occasion, le DG de la RTNC a exposé sur le tas de lieux de la radio-télévision nationale congolaise, notamment sur le matériel technique, les infrastructures et tant d'autres. Nous sommes venus répondre à l'invitation de la commission aménagement du territoire et INTIC pour bien entendu répondre à certaines préoccupations exprimées par les députés nationaux. Nous sommes très heureux de nous être livrés à cet exercice démocratique de nos parlementaires et je crois que nous avons apporté toutes les précisions qui ont été demandées par rapport aux questions qui étaient posées et nous en avons profité justement pour parler aussi de la RTNC, donner de la lumière sur la situation réelle de la RTNC, nos problèmes bien entendu sur le plan technique, sur le plan du personnel. Les députés ont saisi ces messages. Pour clôturer, le directeur général de la RTNC reviendra sur ses éventuelles questions à l'Assemblée nationale devant la même commission le mercredi 16 novembre 2022. Sa défense estime que les faits se sont produits à l'étranger, donc le tribunal de la Gombe est incompétent pour le juger. L'ancien collaborateur du chef de l'État, Didier Chimanga, était aujourd'hui devant le juge. Il est accusé de trafic d'influence notamment. L'affaire est renvoyée au 24 novembre prochain. Dieu merci Kanza. De l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État les croyait tirés d'affaire après que ces derniers aient obtenu une liberté provisoire. Cependant, le procureur général du parquet général de la Gombe a pris son temps, notamment pour adresser plusieurs réquisitions d'informations dans le milieu d'affaires. Et c'est avant de fixer les dossiers devant le tribunal, soit un mois plus tard. Le procureur était contre le présumé coupable, ses griefs, la corruption passive, pour être présenté comme acteur auprès de prétendus investisseurs. Dans le fait, il proposait de créer une société avec eux. Le procureur retient également contre Didier Chimanga les trafics d'influence. Les faits qui sont rejetés en bloc par la partie défenderesse qui ont relevé d'abord l'inconstitutionnalité et la vice des procédures. Ces avocats affirment avec certitude avoir le moyen conséquent de défense. Nous faisons savoir que nous n'avons statué que sur les exceptions et parmi lesquelles nous avons pris l'incompétence du tribunal par rapport à sa territorialité, fait voir au tribunal que la requête qui le saisissait violait certaines dispositions de loi, notamment comme ce sont les faits qui seraient commis à l'étranger. Il y a des préalables légaux qui pèsent. L'affaire avait donc été renvoyée pour le 24 novembre prochain, soit dans les 10 jours. Une thérapie de choc pour sauver la Sokimo. Des travaux en commission ont été organisés pour un diagnostic en vue de la relance de cette entreprise du portefeuille. Détail Christine Lenson. Ces 3 jours d'intenses travaux donnent l'occasion à la Sokimo de trouver une thérapie devant la panoplie des problèmes qui perturbent le fonctionnement de cette entreprise de l'État. Les travaux en atelier, scindés en 4 groupes, ont donné l'occasion à chaque commission de proposer des solutions claires concernant la dette sociale et la mise à la retraite, le renforcement des capacités et l'amélioration de la production énergétique, la relance de la production de l'or, ajouté à cela un partenariat profitable. Christine Fezamotema, PCA de la Sokimo, croit que les pistes de solutions adoptées à l'issue de cet atelier d'élaboration du plan stratégique de la relance de la Sokimo permettront de résoudre efficacement les problèmes qui perturbent la bonne marche de la société. Le PCA Christine Fezamotema en appelle à la conscience de l'ensemble du personnel pour les paris de la réussite de cette relance. C'est un combat difficile, peut-être extrêmement difficile, mais pas impossible. Les résolutions adoptées au cours de ces travaux nous apportent de la lumière suffisante et nécessaire pour éclairer notre marche vers la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lançons un appel pathétique et respectueux aux institutions de la République, plus particulièrement aux garants de la nation et au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, de bien vouloir appuyer le plan stratégique de la relance de la Sokimo SA. Il s'agit là
d'un soutien indispensable en cette période où la nouvelle équipe dirigeante s'engage avec foi et détermination à conduire la Sokimo SA à la relance de la production industrielle de l'or. Les présidents du conseil d'administration et les comités de gestion dirigés par le DG Pistis Bonongo Tokole et le DGA Joseph Makanda remercient ainsi la ministre du portefeuille et celle des mines pour l'accompagnement et l'encadrement pour la réussite de cette retraite de 3 jours. Remerciements aussi aux experts et aux députés de l'Ituri et du Haut-Ouélé pour leurs riches contributions à l'élaboration de ces plans de la relance de la Sokimo. Comment sauver les entreprises industrielles en difficulté? Eh bien, il existe un avant-projet de loi portant modification de celles fixant les règles relatives aux conditions. Cet avant-projet a été discuté au cours des travaux coordonnés par l'ANAPI. La loi fixant les règles relatives aux conditions et modalités applicables aux entreprises industrielles en difficulté n'a pu atteindre fidèlement ses objectifs. En 6 ans, seules 2 entreprises ont pu bénéficier des avantages de cette loi. Pour le gouvernement, il est temps de révisiter ces dispositions. Qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui de travailler à la révision de cette loi? Premièrement, la faiblesse d'application. Ensuite, il y a eu, entre cette loi et sa mise en œuvre, un élément qui est venu se placer, c'est l'acte uniforme du droit au HADA. Depuis que cette loi en 2014 a été placée, il n'y a pas eu des mesures d'application qui étaient derrière. Réunis dans un atelier, les experts des différentes structures étatiques et autres acteurs invités ont été conviés à un débat objectif autour de la question par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ce que nous attendons de vous, c'est vraiment ces amendements, ces réflexions que vous avez. Et ensuite, on devrait arriver à valider à ce niveau cet avant-projet. Maintenant, quitte à chacun de jouer son rôle probablement dans la critique. On n'est pas dans un débat de protection de chapelle. À l'issue des travaux, les experts du secteur ont validé à leur niveau l'avant-projet qui sera soumis aux autorités avant d'entamer le processus de promulgation. Santé, plus de 500 millions de personnes sont touchées par le diabète dans le monde. En RDC, plus de 10% d'adultes souffrent de cette maladie, selon la directrice adjointe du Programme national de lutte contre le diabète. Une matinée scientifique a été organisée à Kinshasa. Détail, Junior Yangumba. Le diabète est une maladie sans pardon qui tue plus que le sida. Cette maladie chronique grave se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, une hormone qui régule la glycémie. Selon une étude menée de 1980 à 2014, de personnes atteintes du diabète est passée de 108 à 422 millions, ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenus faibles ou intermédiaires que dans le pays à revenus élevés. C'est dans cette optique que le Programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous le thème Diabète éduqué pour protéger l'avenir. Le docteur Luc Ferdinand Kamanga, spécialiste dans ce domaine, s'est dit satisfait de l'accompagnement du gouvernement congolais de la lutte contre cette maladie. C'est sous l'égide du ministère de la Santé que nous sommes en train d'évoluer. C'est vrai que pour le moment, nous avons encore beaucoup de difficultés, mais nous avons espoir que les choses vont aller pour le mieux, parce que son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, tient vraiment beaucoup à la gestion du diabète dans notre pays. Le professeur Pascal Bayaouli a dans son exposé indiqué que le diabète est un réel problème de santé publique en RDC. L'idéal de cette rencontre est de trouver des solutions médicamenteuses face à cette maladie. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a visité quelques stands de dépistage gratuit du diabète installés dans l'enceinte du PNMLS à Kinshasa. Énergie, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité compte se déployer à l'intérieur du pays, notamment au Kasaï oriental, un mouvement qu'elle fait précéder plutôt par des enquêtes de satisfaction, notamment à Mbujimaï, où les consommateurs ont été interrogés sur la qualité des dessertes en électricité. Effectuant la ronde dans plusieurs quartiers de Mbujimaï, les experts de l'ARE étaient surpris par l'accueil leur réservé par les consommateurs de l'énergie électrique, voire les réactions de la population de manière générale.
Les uns ont salué l'idée de réguler le secteur de l'électricité qu'a le chef de l'État. Ceux-ci demandent à ce qu'on se penche sur le problème de la tarification du courant électrique car, estiment-ils, l'énergie électrique coûte très cher. Les autres disent qu'ils n'ont carrément pas du courant électrique. Ils ont des activités qui nécessitent du courant électrique, mais celui-ci fait défaut. Les autres personnes encore ont demandé à l'ARE de veiller au cas où du courant sera disponible, qu'il leur parvienne chez eux et que ce ne soit pas du courant qui desservira les entreprises seulement. Ils déplorent le fait que le privilège soit toujours accordé aux entreprises. Par ailleurs, les experts de l'ARE ont échangé avec M. l'abbé Pierre Kabamba Kantou Milambu, président du cadre de concertation des organisations de la société civile de la province du Kasaï oriental et directeur de la commission justice-paix de Mbuji-Mayi. Ils ont parlé du processus de déploiement de l'ARE à Mbuji-Mayi, des missions et apports de l'ARE dans la restitution de l'ordre dans le dit secteur, sans oublier la protection des consommateurs, destinataires ultimes de l'électricité. La société civile, c'est la vraie société, la société authentique. Donc rien ne peut se faire si la société civile n'a pas donné sa bénédiction. Alors nous étions venus justement demander cet accompagnement-là de la société civile de la province du Kasaï oriental. Et M. l'abbé Pierre Kabamba nous a rassurés de son accompagnement, de l'accompagnement de toute la société civile de la province du Kasaï oriental, afin que les déploiements du pôle centre de l'ARE soient réellement un succès dans cette ville de Mbuji-Mayi. Autre chose, les membres de l'AS Club Burundi, Rwanda, RDC se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre de la 2e convention de la zone de Kinshasa. Ils ont évoqué dans leur discussion le thème engagement et solidarité redépendants. Appel des Lions. Tous les membres de l'association des Lions Club International, les Lions Club du district 409 de la RDC, zone de Kinshasa, vient de recevoir la visite du staff dirigeant et a organisé la 2e convention Lions sous le thème l'engagement et la solidarité Lions. Cette réunion intervient après la rencontre dans les zones sud et Lubumbashi. Objectif, procéder à la réanimation, la remémorisation de troupes, mais surtout penser comment aider le prochain se trouvant dans le besoin. Pour les Lions Club International, les vivre ensemble, les partages et apporter l'assistance à la population n'a pas de frontières, a précisé Serge Ndaitabe, gouverneur du district, réunissant le Burundi, le Rwanda et la RDC. C'est la mission et même parmi les objectifs poursuivis par cette structure. Nous voulons montrer notre impact en tant qu'être humain ou habitant de ces 3 pays à travers notre harmonie. Alors c'est une occasion aussi pour nous pour montrer que nous vivons ensemble. Nous ne sommes ni une secte, ni un parti politique. Nous sommes des hommes et des femmes, oui, de différentes religions. Ce n'est pas obligatoirement que nous devons tous être chrétiens. On peut faire partie de toutes les religions. Mais ce que nous mettons en avant, c'est le don où nous rendons à la société le peu que le Très-Haut nous a donné. Les Lions Club International, créé depuis 1917, c'est une association à caractère purement humanitaire et solidaire, dont les membres viennent de toutes les couches sociales avec comme mission primordiale aider les personnes souffrant des yeux, le diabète et aujourd'hui élargi aux victimes de catastrophes naturelles. Notez que le district de la RDC est composé de 6 zones, à savoir le nord, l'est, le sud, Lubumbashi, le Congo central et Kinshasa. Jean-Jacques Mouyembe, le chasseur de virus, est un produit du collège Saint-Ignace de Kinyati à Kikwit. Cette école des pères jésuites est en ruine aujourd'hui. Les anciens élèves se sont retrouvés pour sauver ce patrimoine. Serge Mata. Du collège Saint-Ignace de Kinyati se sont retrouvés au restaurant Reine de la Paix à Gombe. Objectif, réfléchir et envisager les voies et moyens afin de relever les défis de la réhabilitation de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire qui a eu à former plusieurs personnalités du pays. Et pourtant, il se trouve à ces jours dans un état de délabrement très avancé. Dans des échanges, ces anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kinyati ont pris l'option de mettre la main dans la pâte. Question de redonner à cette école son illustre d'antan. L'objectif, c'est en fait de prendre conscience que l'institution qui a formé en fait l'élite
congolaise. Cette institution-là est en péril. Dans un état de délabrement très avancé, nous voulons donc mettre nos efforts ensemble, travailler avec le diocèse de Kikwit pour réhabiliter, n'est-ce pas, le collège de Kinyati, qui était un ancien collège de pères jésuites et qui a formé une grande partie de l'élite congolaise. Présent à cette rencontre, Monseigneur Timothée Boudica, évêque de Kikwit, CV optimiste. La symbolique, c'est de dire le cœur de ces anciens élèves qui se tournent vers leur alma mater, le collège Saint-Ignace de Loyola de Kinyati, montre à suffisance le souci réel qu'ils ont de faire profiter aux générations à venir de ce qu'eux-mêmes ont profité quand ont commencé ce collège en 1947. Vous avez entendu le témoignage du professeur Dr Mouyembe et des autres que ces collèges, c'était un bijou. Sorti Kinyati, de cet état de délabrement avancé, restent les maîtres mots de tous les anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kinyati. La baisse du niveau de l'enseignement au Kasaï interpelle les consciences. La question fait débat. Elle a réuni plusieurs structures, notamment les confessions religieuses, les chefs d'établissement et les enseignants de plusieurs écoles dans le Kasaï. Berthe Moukonkole. Depuis quelques années en RDC, la rigueur et la discipline ont diminué dans plusieurs écoles. Les promoteurs du complexe scolaire Mandjouandou Crispin a, au cours de la journée de réflexion tenue à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de cette école, plaidé pour l'éradication des antivaleurs qui gangrènent le secteur éducatif. Selon lui, c'est là en vue de relever le niveau de l'enseignement national qui est au rabais et de préparer l'élite qui doit bientôt prendre la relève du pays. Nous devons changer nos mentalités en dispensant, malgré de nombreuses difficultés qui rongent notre système éducatif, un enseignement de qualité qui nous épargnera sans doute de véhiculer bon nombre d'antivaleurs, dont celles relatives à résoudre les épreuves des examens d'État par les enseignants et non par les élèves eux-mêmes. L'école de demain dans le territoire du Lébo devra être celle dont la science aura toute sa place, mais surtout celle dont la conscience devra occuper une place importante, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tenus sous les thèmes principaux, l'éducation et le développement, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la baisse généralisée du niveau de l'enseignement en RDC, à qui la responsabilité, thème développé par le préfet Lucien Lungambo. Le promoteur principal du complexe scolaire Macri estime que tout passe, notamment par la prise de conscience. C'est pourquoi Fortuna Ndambo a par la même occasion réuni les élèves et les enseignants, les invitant à la prise de conscience, à bannir toute forme de corruption. Son souhait est de voir son école redresser cette situation de baisse d'enseignement. Plusieurs activités pour célébrer le 5e anniversaire, une messe d'action de grâce et une pièce de théâtre jouée. Toujours dans le domaine de l'enseignement, un acte encourageant posé par un cadre de l'UDPS au bénéfice des élèves de l'école Maman à Boboto. C'est ici à Kinshasa, Scotty Mukua. C'est de lui qu'il s'agit. Il a remis quelques bourses aux élèves brillants de cette école. L'école Maman à Boboto, Scotty Mukua Koudi, cadre de l'IDPS, s'est rendu à son ancienne école avec la fondation Mukua Koudi, FMK en sigle, pour procéder à la remise de bourses d'études aux élèves lauréats de cette école. La bourse dénommée Mama Kilodi Françoise a été remise aux élèves Kolo Lombemba et Tambwe qui ont été des lauréats au cours de l'année précédente. Ainsi, le président de la fondation Mukua Koudi a donné les vraies motivations de son action. Nous nous sommes dit que nous allons accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, partout, dans tous les sens. Nous avons lancé plusieurs projets. Et aujourd'hui, si nous sommes au collège Maman à Boboto, c'est pour lancer un de nos projets. Et le projet s'intitule la bourse d'études Maman Françoise Kilodi. C'est pour honorer toutes les femmes de la République, surtout nos mamans qui sont violées, traumatisées à l'est du pays à cause de l'agression rwandaise que nous condamnons fermement.
Heureux d'être parmi les bénéficiaires, l'un des lauréats a exprimé sa gratitude au philanthrope Scotty Mukouakoudi. Je tiens d'abord à remercier le président de la République et aussi la fondation FMK qui a beaucoup fait parce que nous avons travaillé aussi dur pour ça. Je les remercie pour la confiance, pour l'amour et pour la bonté de nous avoir fait égard avec moi. Pour rappel, ces projets appelés également Excellence scolaire ne se limitera pas seulement à l'école Maman à Boboto, mais va plutôt s'étendre sur plusieurs autres écoles de la République démocratique du Congo, une autre manière pour le président de la fondation Mukouakoudi d'apporter ses encouragements aux élèves et son soutien financier à ceux-ci. On termine par ce reportage de Rodé Panda qui revient sur les échos de l'UDPS. Les présidents fédéraux de l'UDPS Maniema est mandataire du parti E2-3. La Convention démocratique du parti, CDP en sigle, désapprouvons les propos malencontreux tenus par M. Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti, contre le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo, déclarant vacant les postes de secrétaire général de l'UDPS et apportant les précisions ci-après. La CDP n'est pas un organe de désignation, mais de concertation. Les propos de M. Wakwenda sont inopportuns et contre-productifs au moment où tous les combattants sont mobilisés derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire face à l'agression dont notre pays est victime dans sa partie orientale. Les déclarations faites par M. Wakwenda n'engagent que sa propre personne, car ayant agi sans le mandat de la Convention démocratique du parti qui ne s'est jamais réuni à ces sujets. L'alliance à la CDP étant rotative tous les 6 mois, les mandats accordés à Wakwenda, nous ne lui reconnaissons plus la qualité de président de cet organe du parti et exigeons une rencontre du parti pour statuer sur cette vacance, voir article 30 à 34 de nos statuts. Ainsi, réitérons notre soutien indéfectible au secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya Tshilombo, l'homme de la situation, pour obtenir le 2e mandat en faveur du chef de l'État et doter le parti d'une majorité confortable à l'issue des élections de 2023. Demandons au chef de l'État de ne pas se laisser distraire par les pêcheurs en eau trouble. Et puis, cette annonce de l'ASNEL, département de distribution de Kinshasa, qui informe son aimable clientèle qu'au suite aux travaux prévus sur le groupe G27 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, des interruptions dans la fourniture de l'électricité seront observées, écoutez bien, demain mardi 15 novembre 2022, de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Pour toute information utile, les centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188. La SNEL présente ses excuses pour ce désagrément. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je rappelle l'une des principales informations. Hier, l'armée a sauvé Guy Bomba. Le M23 a tenté de prendre son contrôle. Les agresseurs ont subi de pertes en hommes et en équipement. Je reviens demain à 20h. Entre-temps, l'actualité revient à 23h à la présentation José Baïtombo. Excellente soirée, bon début de semaine à toutes et à tous.